Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans le décryptage et la compréhension des tendances, mais aussi des actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart for Change, en replay sur bismart.fr. Vous pouvez nous retrouver également sur les réseaux sociaux de Bismart for Change. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec patrimoine thématique où nous ferons un focus sur les cryptos. Quel est le débrief de l'année 2025 en matière de crypto-monnaie? Nous poserons la question dans un instant à Nicolas Louvet, le CEO de CoinHouse. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux problématiques de chefs d'entreprise des conseillers en gestion de patrimoine et notamment aux problématiques de recrutement. Comment recruter lorsque l'on est un cabinet de gestion de patrimoine? Nous poserons la question à Vincent Martins, le directeur général de Wakerstone, mais aussi à Anthony Calci, le fondateur de Calci Patrimoine. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous aurons le plaisir de retrouver Fabien Aknin, le gérant de Sens et Patrimoine, avec qui nous ferons un focus sur l'immobilier d'habitation. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Quel premier débrief, quel premier bilan peut-on faire de l'année crypto, cette fin d'année crypto et de l'année 2025 notamment en matière de crypto? C'est la question qui va nous animer à présent avec Nicolas Louvet. Bonjour Nicolas Louvet. Bonjour, ravi de te retrouver. Merci d'être avec nous sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes le CEO de CoinHouse. Alors, l'année 2025 n'est pas encore tout à fait finie. Pourtant, on a déjà vécu beaucoup d'actualités sur cette année crypto, que ce soit l'entrée en vigueur de MiCA en début d'année sur le sol européen, le retour des États-Unis sur le sujet crypto, le crypto crash qu'on vit aussi depuis le début du mois de novembre. Quel débrief, quel bilan vous tirez, quel premier bilan vous tirez de cette année crypto? Alors, plusieurs points remarquables en fait sur cette année. Le premier, c'est le retour en force des États-Unis, on l'avait déjà ressenti en fin d'année 2024 avec l'arrivée de Trump au pouvoir. Il avait fait des fortes annonces sur Bitcoin et sur le secteur crypto en général. Bien sûr. Et ça a continué cette année avec des actes tels que le Genius Act sur les monnaies numériques. On a eu également pas mal en fait d'annonces pour montrer qu'en fait que les États-Unis voulaient être un puissant acteur et un défenseur de l'industrie crypto. Avec notamment la volonté d'avoir des réserves stratégiques en Bitcoin également. Des réserves stratégiques, donc beaucoup d'annonces, une industrie crypto également qui se ressent sur les États-Unis. Pas mal d'acteurs étaient venus s'installer dans d'autres juridictions. Maintenant, des acteurs reviennent sur les États-Unis. Plusieurs IPO aussi, des introductions en bourse d'acteurs américains. Bien sûr. Il y a eu Bullish, Gemini et d'autres. Donc le secteur est plutôt dynamisé. En Europe, on a MiCA également qui entre en vigueur progressivement au sein de l'Union européenne. En France, par exemple, c'est à la fin juin 2026 que tous les acteurs qui voudront exercer sur le secteur crypto devront être enregistrés. MiCA obtenir devenir cette licence. PSCA, c'est ça? PSCA, c'est l'agrément, oui. Prestataire de services sur crypto-actifs, donc obtenir cette licence auprès d'un régulateur, a priori l'AMF pour ceux qui sont en France, mais ça peut être également un autre régulateur européen. Donc, une forte développement en tout cas de ce côté régulation, de ces enjeux de pouvoir qui ont basculé un peu. On a maintenant un barycentre un peu plus américain. Oui, parce qu'on avait quand même, en Europe, on avait un cadre juridique clair que nous enviaient d'autres secteurs géographiques. Là, ce que vous dites, c'est que ça revient aussi un peu aux États-Unis, puisqu'il y a un cadre politique, en tout cas, qui est favorable aux crypto-monnaies. Plus un cadre politique qu'un cadre juridique. Alors, il y a le Genius Act qui sont des textes importants, mais par exemple, tous les textes équivalents de MiCA ne sont pas sortis encore à ma connaissance. Donc, c'est plutôt des volontés politiques, des annonces politiques, mais qui amènent quand même beaucoup d'entrepreneurs à considérer que le marché va plus se passer aux États-Unis, que les innovations peuvent être américaines et que surtout, le cadre de développement de notre secteur peut se faire aux États-Unis, alors que sous l'administration Biden et les dernières années, et même sous la première administration Trump, ce n'était pas le cas. Il y avait plutôt une difficulté pour les entrepreneurs, une absence de régulation claire, une SEC qui était très agressive, Bien sûr. beaucoup de procès, etc. Donc en fait, ça avait poussé beaucoup d'entrepreneurs du secteur crypto à aller s'installer plutôt en Europe, au Middle East ou ailleurs. Et ce que vous dites, c'est qu'en 2025, le barycentre est revenu un petit peu aux États-Unis. Le barycentre est revenu clairement aux États-Unis. Bon, l'autre gros facteur, c'est le côté institutionnel. On a des ETF crypto qui ont eu
Donc Bitcoin, Ethereum principalement, des collectes extrêmement importantes. On parle de plusieurs dizaines de milliards pour Bitcoin sur l'année, donc c'est colossal. L'ETF crypto de BlackRock est l'un des ETF les plus rentables, les plus dynamiques en fait du portefeuille de BlackRock. Donc des institutionnels et des particuliers à travers ces institutionnels se mettent à investir dans la crypto. On a vu également des banques commencer à offrir ce service. En France, plus récemment avec le groupe BPCE, mais ça existe également dans d'autres pays depuis un petit moment. Via les ETF. Alors, en France, à travers une filiale qui s'appelle Exarch, BPCE a décidé de l'offrir directement à ses clients via leur application. Donc là, c'est plutôt la détention en direct, concurrent de CoinHouse quelque part, mais également d'autres plateformes telles que Boursorama ou autres proposent des ETF, et il y a une proposition d'ETF un peu partout dans le monde. Donc des institutionnels qui rentrent sur le marché, un marché qui change, un marché qui se démocratise également. Donc ça, ce sont vraiment des points forts du marché. Ensuite, l'un des autres points qui caractérise l'année, ça va être le cycle qu'on a vécu. Bitcoin a dépassé les 100 000 $. Alors, à plusieurs reprises cette année, on a franchi le cap des 120 000 $, donc ce qui n'avait été jamais vu sur Bitcoin. Les précédents cycles de 2021, on était entre 67 et 69 000 $. Et donc là, cette année, on a quasiment doublé en fait le cours du Bitcoin par rapport à son plus haut de 2021. Néanmoins, on a une année quand même en demi-teinte. C'est-à-dire que Bitcoin a commencé l'année vers 93 ou 95 000 $ de mémoire. Là, on est à 86 000 ou 87 000 $ au moment où on se parle. Donc globalement, si vous avez investi en Bitcoin en début d'année, vous êtes plutôt perdant. Et il en est de même de pas mal d'autres cryptos. Mais dans l'année, il y a eu des fluctuations. Ethereum a eu une année assez compliquée, avec également un franchissement de nouveaux ATH, enfin des sommets sur son prix. Mais globalement, sur l'année, on n'a pas eu une énorme performance de ces cryptos. Bitcoin a très bien performé, mais son cycle fait qu'il termine l'année en étant légèrement négatif pour l'instant. Ethereum en demi-cycle. Ou aussi de corrélation aux actualités géopolitiques, décision de la Fed, prise de parole de Donald Trump sur les droits de douane. Ça a une incidence aussi sur le cours des cryptos. On a une corrélation à certains moments de l'année où on a vraiment senti par exemple que le Bitcoin et S&P 500 étaient assez corrélés sur une partie de l'année avec des plus hauts historiques sur les deux indices, enfin sur le Bitcoin et sur l'indice phare américain. Là, on sent une décorrélation. Par exemple, les différentes annonces qu'il y a pu avoir n'ont pas fait, y compris le shutdown, n'ont pas eu un impact majeur sur les cours des indices boursiers. Et à l'inverse, Bitcoin, lui, a beaucoup plus souffert. Peut-être que Bitcoin rentre et les cryptos rentrent dans un nouveau cycle baissier. Vous savez, il y a ce cycle de 4 ans, tel qui est ponctué par ce qu'on appelle le halving, qui se produit donc tous les 4 ans. Là, on arrive justement à la fin. Selon une lecture graphique du cycle, on arrive à la fin du cycle haussier et on pourrait rentrer dans un cycle baissier. Donc on pourrait voir en 2026 un marché crypto plus difficile pour rebondir beaucoup plus tard, dans les 12 à 18 mois après, si on continue à adopter et à valider la narrative autour de ces cycles qui perdurent maintenant depuis de très nombreuses années, puisque c'est depuis 2013-2014 qu'on observe des cycles sur le marché crypto. Et alors, dernière question, c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à ce que les volumes sur les ETF viennent compenser peut-être ce côté cyclique qu'on puisse voir, ce qui a d'ailleurs porté finalement le cours des cryptos en début d'année, mais ça n'a pas suffi pour maintenir jusqu'à la fin de l'année, c'est ça? Alors, les flux ETF, ils ont été constants dans toute l'année. Je dirais que derrière les ETF, il n'y a pas que des gérants institutionnels, il y a aussi des particuliers qui investissent. Et donc, les gens peuvent avoir tendance à suivre le même type de mouvement. C'est-à-dire, les marchés baissent, ils ont envie de sortir, ils ont peut-être engrangé des gains sur leur crypto, et donc ils vendent, même s'ils ne vendent pas en direct à travers des plateformes comme CoinHouse, ils vont vendre à travers leur intermédiaire, leur broker financier, et vendre les ETF. Donc je dirais que le marché ETF va jouer comme le reste du marché. Si les gens sont plutôt vendeurs, on va avoir une pression baissière sur le cours. Après, il n'y a rien d'alarmiste. Vous avez évoqué au début un crash, et j'ai pu le lire sur LinkedIn en m'énervant beaucoup. Enfin, dans l'industrie crypto, une baisse de 20% ou une progression de 20%, c'est pas un crash.
C'est pas ça un crash. Un crash, c'est plutôt des baisses de 60, 70%, voire 80%. Là, on peut le dire que sur certaines autres cryptos, ce qu'on a tendance à appeler de temps en temps des altcoins, donc toute la long tail des cryptos, on a pu connaître cette année des périodes de crash très fortes, notamment en octobre, en novembre. Il y a eu des fortes chutes sur certains types de cryptos, dont certaines valeurs vont peut-être avoir beaucoup de mal d'ailleurs à retrouver leur cours historique. Bitcoin, Ethereum, on n'est absolument pas dans ce scénario-là. On le verra si peut-être 2026 est une année plus délicate. Merci Nicolas Louvet de nous avoir accompagnés dans la première partie de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes CEO de CoinHouse. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Est-il facile de recruter en 2025 pour un conseiller en gestion de patrimoine ou pour un cabinet de conseil en gestion de patrimoine? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans l'émission. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux experts du sujet, ou en tout cas deux personnes confrontées à cette problématique sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Vincent Martins. Bonjour Vincent Martins. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général chez Wakerstone. Rapidement, on va ouvrir la discussion bien sûr, mais c'est facile de recruter pour un cabinet en gestion de patrimoine à cette fin d'année 2025? Alors, c'est toujours un challenge de recruter, de gonfler ses équipes, toujours sur un métier qui est pluridisciplinaire. D'accord. Ouais. Et souvent qui est méconnu. Je pense plutôt aux juniors aujourd'hui, où c'est un sujet qui méconnaissent souvent, parce que soit ils ont fait une formation financière et la voie royale, c'est analyste financier ou autre, soit on est sur des schémas plus fiscalistes. Et souvent peu exercer sur le contact avec les gens. Donc le contact sujet pluridisciplinaire, effectivement, est un élément à avoir en tête. On a le plaisir d'accueillir également Anthony Calci. Bonjour Anthony Calci. Bonjour Nicolas. Fondateur de Calci Patrimoine. Même question, c'est facile de recruter pour un CGP en 2025, ou il y a le côté pluridisciplinaire qui rentre en ligne de compte et qui fait qu'on a du mal à trouver les bons collaborateurs? C'est toujours difficile, depuis des années c'est difficile, ça l'est de plus en plus, je trouve, et de plus en plus on se met en tant que fondateur et CGP à garder les tâches. Heureusement l'IA nous aide, mais c'est difficile de trouver des talents qui sont au niveau. À garder les tâches, c'est-à-dire qu'on a du mal à déléguer en fait une partie des tâches qu'on réalise quand on est fondateur d'un cabinet en gestion de patrimoine? C'est ça le point en fait, c'est qu'à chaque fois on se dit on est mieux servi par soi-même, parce qu'on va 5 fois plus vite que quelqu'un de junior. On sait exactement ce qu'on veut, le temps de lui expliquer, qu'il assimile les tâches, etc., et qu'il fasse tout bien. Donc autant le faire soi-même, et en plus maintenant avec les outils de productivité, on va encore plus vite qu'avant. D'accord. Donc du coup, on est vite pris dans la spirale de on le fait soi-même. D'accord. Et je pense que c'est la difficulté. Mais quitte à stagner en termes de chiffre d'affaires, puisqu'à un moment il faut quand même pouvoir déléguer, non? Ça dépend. Si on choisit des gros clients, de plus en plus gros clients. Moi, je pense que le sacrifice, il se fait entre est-ce que je prends plus de clients et je recrute, j'ai des plus gros clients, au fur et à mesure que le portefeuille client arrive, et là, comme ça, on y arrive. Vincent Martins, vous reconnaissez dans ce que dit Anthony Calci? Complètement ce que dit Anthony, en fait, c'est une réalité. Le recrutement aujourd'hui, c'est une prise de risque, en fait, pour un dirigeant de cabinet. D'accord. Il faut savoir que une personne qui est recrutée, ça prend à peu près entre 18 et 36 mois pour qu'elle passe dans une certaine autonomie. Alors, pendant tout ce temps-là, il peut y avoir du découragement de sa part, il peut y avoir des interrogations, il peut y avoir plein de choses. En réalité, le métier, il est toujours le même. Il évolue évidemment avec des technologies, mais effectivement, ce côté, on va dire, abnégation du conseiller en gestion de patrimoine et pluridisciplinaire, c'est quelque chose qui est peut-être, et là encore, je tiens à le dire, assez méconnu. D'accord. Il faut effectivement... Pourtant, il y a des masters en gestion de patrimoine qui existent. Il y a des masters. J'en ai fait un il y a un peu plus de 25 ans. et évidemment, ça aide quand même à avoir une petite idée. Mais dans les masters de gestion de patrimoine, vous avez des fiscalistes qui sont fiscalistes. Vous avez Donc les formateurs ne sont pas tous conseillers en gestion de patrimoine. Et là encore, c'est le travail qu'on peut avoir dans nos métiers, de faire connaître cette profession, de pouvoir finalement un petit peu plus la populariser auprès justement des masters en gestion de patrimoine, parce que il y a des vocations, je pense, qui sont perdues par manque de connaissances. Mais si je vous suis, le sujet, c'est pas un niveau de formation, c'est pas un niveau d'expertise, c'est plus le côté pluridisciplinaire, d'être capable de répondre finalement sur tous les aspects de la vie patrimoniale de ses clients, c'est ça? Bien sûr. Le but finalement, c'est d'arrondir ses connaissances. Quand on travaille aujourd'hui, quand on étudie, on est dans une situation où on monte en technicité. Les formations vendent de la technicité. Nous, ce qu'on cherche finalement, c'est des personnes qui ont un socle de connaissances, mais derrière, on les forme.
on les forme aussi par rapport à tout un tas d'informations qui leur manquent pour faire ce métier. Donc c'est un engagement des deux côtés, c'est être sûr qu'on a compris le métier, et puis en face de ça, accepter aussi de rentrer dans le fait d'apprendre des choses. Parce que souvent, quand on sort avec un bac plus 5, je parle vraiment des jeunes diplômés, là, uniquement. Bien sûr. On se dit que finalement, on a beaucoup de théorie et que ça peut suffire, et en réalité, ce n'est que le début. D'accord. Là, c'est le cas dans beaucoup de métiers, de toute façon, mais particulièrement dans le nôtre. Vous avez, dans les métiers du consulting, souvent, si vous allez chez un Big Four ou autre, on vous dit dès le départ qu'est-ce qui vous attend. Oui. Dans le nôtre, c'est un peu moins le cas. Anthony Calci, il y a peut-être un sujet de taille de structure aussi, c'est qu'on est sur des structures relativement petites, où c'est le dirigeant qui potentiellement doit assurer la formation. Donc s'il faut gérer les clients avec une difficulté à déléguer, potentiellement céder d'outils, mais qu'il faut gérer au quotidien, est-ce qu'on a le temps de former et d'accueillir correctement dans une structure à taille humaine des collaborateurs qui demain devront monter en compétences? C'est exactement ça. Il y a un vrai sujet de... On est très occupé, on aimerait trouver quelqu'un qui nous aide, sauf que cette personne n'est pas formée. Je vais revenir sur les masters dont tu parlais. Finalement, on est très peu à faire ils sont très peu de masters à vraiment faire de la gestion de patrimoine. D'accord. Souvent, c'est des masters de banque, assurance, et puis une spécialisation en gestion de patrimoine. Mais finalement, quand on regarde ce qu'ils font 30% de gestion de patrimoine. D'accord. Donc, il y a vraiment une poignée qui font vraiment de la gestion de patrimoine à 100%. Du coup, si on passe 2 ans avec eux, ils n'ont pas le niveau au bout des 2 ans. Et en plus, si par chance on recrute un qui est dans le bon master, au bout des 2 ans, il veut être conseiller en gestion de patrimoine. Il veut être potentiellement ingénieur patrimonial. D'accord. Il veut être ça. Mais il ne veut pas être forcément assistant. Qui veut être assistant conseiller en gestion de patrimoine quand on a 24 ans, 25 ans? Non, donc, sauf qu'on n'a pas le portefeuille client. Ouvrir son propre cabinet directement? En fait, non, on lui donne un portefeuille client qui développe. Oui, tout de suite, d'accord. Tout de suite en contact avec les clients. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, c'est ce qui les intéresse. Donc, on doit les former 2 à 3 ans. Ils veulent être conseillers en gestion de patrimoine ou ingénieurs patrimoniaux, mais ils n'ont pas les compétences. Nous, on n'a pas vraiment le temps de s'en occuper. Et si on veut recruter quelqu'un de compétent tout de suite, il coûte extrêmement cher. Et il est rare. Donc, il faut aller débaucher. Plus d'expérience. Exactement. D'accord, donc il faut aller le chercher chez des concurrents. Il faut aller chercher chez les concurrents, etc. Ils sont, donc, vraiment, nous, au cabinet, on a eu 4 alternants, on a recruté 2 en CDI. D'accord. Donc ça marche quand même. Oui, ça marche quand même. Mais ils voulaient quand même des portefeuilles clients. Donc là, notre problématique, c'est une assistante qui connaît aussi bien la réglementation du cabinet que toutes les procédures clients, l'assistana commerciale, elle est vraiment multidisciplinaire. Mais là, c'est un peu la perle rare et ça coûte cher. Aujourd'hui, quand même, il y a une réduction des marges. On fait très attention aux frais pour nos clients. On ne peut pas faire que du produit structuré et des fonds de private equity à 1% par an. Donc, pour garder nos clients, on fait des ETF, on fait des frais bas. Bien sûr, on est compétitif pour nos meilleurs clients. Et donc, il y a une réduction des frais, ce qui est normal. Donc, il faut pouvoir, je pense, trouver un effet de levier ailleurs. Et pour moi, c'est des plus gros clients et moins de petits et de moyens clients. C'est intéressant, Vincent Martin, ce que nous dit Anthony Calci, c'est qu'en fait, le sujet recrutement influe quelque part sur la stratégie du cabinet et sur le fait d'aller chercher des plus gros clients et de moins accompagner les petits clients parce que y a un sujet rentabilité et temps dédié à la formation de ceux qui pourraient venir soutenir l'activité. Bien sûr, la gestion du temps, c'est essentiel pour un dirigeant de cabinet, pour pouvoir accomplir toutes ces missions. Je reviens sur les profils aussi qui peuvent faire ce métier en recrutement. Vous avez les juniors dont j'ai parlé, mais vous avez aussi les seniors. Ouais. Et là, il y a des besoins qui sont complètement différents. Le senior, c'est plutôt une personne qui a déjà une expérience, qui a déjà une petite idée de ce qu'il veut, de ce qu'il ne veut pas. Alors parfois, ça peut être des freins, mais c'est surtout en termes de statut où c'est très différent. Quand on rentre sur le marché du travail, souvent, on cherche une sécurité du travail. Oui. Ça peut être induit par aussi le milieu familial qui dit c'est mieux quand même d'avoir un CDI. Et puis après, effectivement, on est sur un métier où en réalité, il y a le système plus de commissions ou d'honoraires, où là, en réalité, les seniors ne recherchent que ça. Et on y arrive à recruter des seniors qui n'ont pas décidé de se lancer complètement à leur compte, mais effectivement d'être sur un système de commission ou d'honoraires pour un cabinet existant? Il faut multiplier les contacts et puis effectivement connaître aussi ces potentiels futurs recrutements. Pour les seniors, c'est un petit peu plus du
du réseau. Hein. D'accord. Oui. Alors que sur du junior, effectivement, là, c'est la pioche dans les écoles. Hein. Ouais, donc c'est un système un petit peu différent. Et vous recevez beaucoup de CV, je parle plus des juniors, mais des seniors aussi. Enfin, sur la problématique de recrutement, le conseiller en gestion de patrimoine, le fondateur du cabinet, il est plus dans une démarche d'aller chercher des profils où il reçoit quand même des CV de manière assez naturelle, puisqu'il y a ces jeunes qui arrivent et qui cherchent un métier, un stage ou une alternance. Sur les juniors, il y a quand même... Il y a des outils aujourd'hui qui permettent de faire des candidatures en appuyant sur un clic. Donc ça, c'est peut-être la base aussi. Hein, quand on veut travailler dans nos métiers, ça peut être bien aussi de candidater, de se faire voir. Donc ça, c'est ce que j'aurais tendance à dire à toutes les personnes qui sont actuellement étudiantes, de ne pas hésiter finalement à donner un petit peu de visibilité à leur candidature, parce que c'est ce qui tranche, c'est ce qui fait la différence. Anthony Calci, vous me voyez venir, on parle d'IA de temps en temps aussi. Est-ce qu'il faut savoir travailler avec des outils d'IA si on veut se faire recruter demain par un cabinet en gestion de patrimoine ? Oui, je pense que c'est un plus. Ça peut pallier certains manquements. Je sais envoyer un email, comment je réponds à ce client, si... peut-être quelque chose, un dossier compliqué à étudier, il peut se faire aider par le chat GPT. Donc je pense que c'est une aide, mais pour moi, le point clé, c'est quand on est junior, hein, je parle, c'est vraiment de choisir le bon master. Vous parliez du fait qu'on reçoit des CV, mais souvent on reçoit beaucoup de CV, mais ils font des masters en asset management, ils font des masters en banque et assurance. D'accord. Et il n'y a pas... Les masters gestion de patrimoine, ils n'envoient pas de CV, ils sont recrutés immédiatement. D'accord. Ouais. Si on parle de Dauphine, si on parle de l'Université d'Auvergne, si on parle de Gustave Eiffel, vraiment, même nous, si on cherche un alternant, on va envoyer notre poste, notre recherche de poste aux 3 ou 4 masters. Parce que vous qui candidatez... Oui, on reçoit tous les CV et puis ils sont tout de suite pris. D'accord. Tous ceux qui nous envoient des CV, généralement, ils n'ont pas le profil. Et ils cherchent... Enfin, pardon, hein, mais c'est ce que je crois. Donc, par contre, ce qui peut faire la différence, c'est ils sont passionnés d'investissement, parce que le défaut de ces juniors, généralement, c'est qu'ils font les bonnes études, mais on leur dit qu'est-ce que c'est une action, qu'est-ce que c'est une crypto. Je sais pas, vous avez 20 ans, j'espère que vous investissez un petit peu en actions et en crypto, vous vous intéressez à l'immobilier. Mais non, ils sont dans le côté juridique, gestion de patrimoine. Passer par la pratique, c'est ce que vous dites. S'il y en a un qui arrive et qui dit bon, ok, j'ai pas le bon master, mais je connais énormément bien les actions, c'est ma passion, les cryptos, etc. Peut-être que ça. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'informations en ligne déjà aussi. Oui, voilà, c'est ça. Il faut qu'ils soient curieux. Nous, on passe 1 heure par jour à s'intéresser aux investissements, donc peut-être qu'il ait déjà cette passion. Voilà. Merci, messieurs. On arrive à la fin de l'émission. Merci en tout cas Vincent Martin, ce directeur général de Wakerstone. Merci Anthony Calci, fondateur de Calci Patrimoine. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Et pour finir cette émission, l'œil de l'expert, nous vous proposons une analyse pour toutes celles et ceux qui voudraient investir en immobilier, l'analyse de la demande en matière d'immobilier d'habitation. Pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Fabien Aknin. Bonjour Fabien Aknin. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes gérant de Sens et Patrimoine. Alors comment est-ce qu'on analyse cette demande en matière d'immobilier d'habitation quand on projette potentiellement de faire un investissement immobilier ? Alors, on le regarde au travers de la demande future et aussi de l'offre. Donc, l'immobilier d'habitation, c'est le placement préféré des Français. D'abord, en termes de demande. Donc, on va regarder des facteurs démographiques, donc l'évolution de la population française. D'accord. En termes de projection, c'est pas forcément florissant. Pourquoi ? Parce qu'on a une baisse assez marquée des naissances en France. Depuis 2010 jusqu'à 2025, on a les naissances qui ont baissé de 20%. D'accord. Parallèlement à ça, on a une augmentation des décès. Du fait du vieillissement de la population. Et donc aujourd'hui, le solde naturel, donc la différence entre les naissances et les décès, est au plus faible niveau depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Donc c'est plutôt inquiétant. Ok. L'autre aspect qui fait que la population va quand même continuer d'augmenter, c'est le solde migratoire, c'est-à-dire la différence entre les gens qui rentrent en France par rapport aux gens qui sortent du territoire national. Et ce qui va faire que la population française, selon le scénario médian de l'INSEE, devrait continuer d'augmenter. On est actuellement à 68,6 millions d'habitants. On devrait passer seulement à 69,3 millions d'habitants dans 20 ans, en 2044. D'accord. Puis après, la population devrait baisser. D'accord, ok. Pour comparer ça, dans les années 2010-2020, sur 10 ans, la population française avait augmenté de 2,5 millions d'habitants.
D'accord, en prenant en compte les naissances et les flux migratoires. Absolument, en prenant tout en compte. Ouais. Donc on a un vrai ralentissement démographique qui est en train de s'opérer en France et qui devrait se creuser, et donc avec une population qui va même baisser à partir de 20 ans. Ça, c'est pour la demande. D'accord. Et en matière d'offres, est-ce que ça a un lien aussi avec ces sujets démographiques? Alors l'offre, c'est un petit peu différent, puisque l'offre, on parle de l'offre de logements disponibles pour loger la population française. Le premier facteur qui va venir en augmentation de cette offre, c'est la construction immobilière. Bien sûr. La construction immobilière se maintient, même si elle est à des niveaux plus faibles que par le passé. Cette année, on a construit à peu près 275 000 logements en France, sachant qu'un logement est occupé en moyenne par 2 personnes et demie. Ça veut dire qu'on a construit de quoi loger 700 000 personnes cette année. Oui. Ça veut dire l'équivalent de la hausse de la population attendue sur 20 ans. Donc on a une offre qui augmente plus vite que la demande de logement. Nettement, eh oui. Parce que là, on a construit ce qu'il faut pour loger la hausse de la population sur 20 ans, mais on va continuer de construire des logements chaque année. Et il y a d'autres facteurs qui se rajoutent à ça. Le deuxième facteur, c'est la transformation de bureaux en logements. Depuis l'essor du télétravail, il y a quelques années, on a une demande en immobilier de bureaux qui baisse, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 9 millions de mètres carrés de bureaux qui sont vacants en France, 6 millions en Île-de-France, et en Île-de-France, ce chiffre est en hausse de 17% sur un an. D'accord. Alors un obstacle à la transformation de bureaux en logements, c'est des obstacles réglementaires. C'est compliqué aujourd'hui de transformer des bureaux en logements, mais c'est en train d'être levé progressivement. On a notamment une loi qui a été votée en juin dernier qui vise à faciliter la transformation de bureaux et d'autres actifs immobiliers en logements. D'accord, ok. Un autre aspect qui va augmenter l'offre d'immobilier d'habitation classique, c'est le recul des locations saisonnières. Donc il y a plus de biens qui reviennent classiquement sur le marché du logement, là où avant ils étaient loués l'été ou pour les vacances. Absolument. Oui. Et ça, là aussi, on a des contraintes réglementaires très fortes qui ont été mises sur la location saisonnière, avec notamment la loi Le Meur qui a modifié les conditions en termes de fiscalité et en termes de, de contraintes qui sont posées par les maires pour réglementer la location saisonnière. Ça a une conséquence directe, d'ores et déjà, c'est que les annonces sur la plateforme comme Airbnb sont en recul sur un an, de l'ordre de 50 000 logements qui ne sont plus loués en location saisonnière. Pour conclure, Fabien Aknin, qu'est-ce qu'on interprète de ce que vous nous dites? Ça veut dire que le placement préféré des Français, l'immobilier, n'est pas forcément le plus porteur si on regarde le ratio offre-demande? Alors, ce qu'on peut en conclure, c'est que l'immobilier d'habitation devrait augmenter moins vite dans le futur que sur la période 1980 à 2020. Voire, ce qui apparaît plausible, c'est que les prix de l'immobilier d'habitation augmentent moins vite que l'inflation dans le futur. Ouais. Et donc, en termes de stratégie patrimoniale, acheter sa résidence principale, sa résidence secondaire et même du locatif pour se diversifier d'un point de vue patrimonial va rester intéressant, notamment grâce à l'effet de levier d'acheter à crédit. En revanche, miser toute sa stratégie patrimoniale uniquement sur de l'immobilier d'habitation, comme on le voit parfois chez certains clients, présente des risques. Merci Fabien Aknin, on arrêtera là-dessus et puis on en reparlera en 2026. Je rappelle que vous êtes le gérant de Sens et Patrimoine. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.